En mai 2025, dans le ciel de l'Inde et du Pakistan, une bataille faisait rage alors que les deux nations échangeaient gentils bombes, missiles et balles. Une symphonie destructrice semait le chaos dans le ciel. Mais tandis que les deux pays s'envoyaient des projectiles, le véritable vainqueur du conflit restait tranquillement en retrait. Et c'est la Chine. Parce que c'est leur chasseur de 4e génération indigène, le J-10C, qui avait fait quelque chose qui a vraiment choqué le monde. Il avait abattu un avion de chasse moderne construit en Occident. Comment ce chasseur autrefois obscur a-t-il pu défier les meilleurs avions occidentaux ? Tient-il vraiment la comparaison, et cela prouve-t-il que la suprématie militaire de la Chine est plus proche que nous le pensons ? Si ce chasseur est aussi performant qu'il le paraît, le ciel asiatique, voire au-delà, pourrait devenir bien plus encombré. Comment le chasseur chinois le plus emblématique de l'ère militaire actuelle est-il né ? On ignore beaucoup de choses sur le développement interne, le gouvernement chinois reste discret. C'est un pays où les données sur le sol ont été considérées comme un secret d'État pendant des années. Tu peux donc être certain que Pékin garde un maximum d'informations secrètes. Nous savons qu'il a été conçu par la société aéronautique de Chengdu dans les années 1980, après une série d'échecs et d'annulations de tentatives pour ajouter un programme aérien indigène à l'armée du Royaume du Milieu. La Chine savait qu'elle avait besoin d'un chasseur multirôle de 4e génération, capable de se débrouiller seul, ou plutôt, je suppose, sur son propre train d'atterrissage. Il fallait maintenant qu'il soit capable de rivaliser avec le meilleur que le reste du monde pouvait offrir à l'époque, ce qui était très probablement le F-16 américain et ses variantes. L'objectif était aussi de remplacer le J-7 monomoteur multirôle, en réalité un MiG-21 sous nom OTAN. Fishbed avec une moustache made in China ou un truc du genre. Le J-7, comme le Q-5 Phantom, devenait obsolète en défense aérienne et attaque au sol. Ainsi, l'armée de l'air de l'armée populaire de libération. Oui, le nom est toujours aussi idiot. Il voulait quelque chose de suffisamment performant et adaptable pour remplacer les deux. Certaines sources affirment que Pékin aurait obtenu les plans du J-10 auprès des Israéliens et de leur chasseur Lavi, inachevé, un épisode croisé. Sur le plan géopolitique international, il a été confirmé qu'Israël a transmis ces informations à la Chine. Le J-10 n'est pas une copie directe du Lavi, et c'est un chasseur distinct à part entière, même s'il y avait de nombreuses similitudes. Mais le développement a été irrégulier. La Chine avait longtemps eu du mal à développer des moteurs adaptés aux avions de chasse, et donc le projet a inévitablement été retardé, jusqu'à ce qu'ils finissent par campagne par simplement y installer un moteur russe pour le moment et s'en contenter. D'autres modifications de conception allaient également freiner le programme, mais une maquette grandeur nature avait été réalisée en 1991. Fin mars 1998, cela allait devenir plus qu'une maquette complexe en bois. Lorsqu'il effectua son premier vol d'essai officiel en 2003, les tests étaient terminés et la première version du J-10, le J-10A, entra en production à grande échelle. Son nom de code OTAN est Firebird, ce qui est bien plus cool que le précédent. Il a également été connu sous le nom de Dragon Vigoureux, d'ailleurs, ce qui est aussi plutôt classe. Mais les Chinois ne se reposent pas sur leur laurier. Et presque immédiatement, une multitude de mises à jour et d'améliorations ont accompagné sa prochaine version, le J-10B, au nom très créatif, qui a commencé à être produit à grande échelle en 2013. La version finale a ensuite été développée et le J-10C est entré en production complète à la fin des années 2010. Pour suivre l'évolution des champs de bataille modernes, il n'y a pas beaucoup d'histoire, mais vous êtes sur Mega Projects. Oui, c'est vrai. Vous n'êtes pas là pour un cours d'histoire, mais pour voir un Britannique chauve expliquer le fonctionnement et les explosions. Alors faisons ça, on y va, d'accord ? La première chose que nous devons dire avant de plonger dans les spécifications, la technologie, l'armement et la conception du J-10C, c'est que les rapports et informations à ce sujet sont nombreux et contradictoires. Lorsque nous parlerons de ce qu'est ce chasseur et de ce dont il est capable, nous allons essayer de séparer les faits de la fiction du mieux possible. Mais des rapports non confirmés faussent les chiffres pour presque toutes les statistiques de cet appareil, et il y a encore plus d'informations que nous ne pouvons tout simplement pas confirmer. Nous ignorons si cela vient de l'ignorance, du secret, de la désinformation ou d'une mauvaise qualité chinoise. Je veux dire, commandez quelque chose sur Temu et vous verrez ce que je veux dire. Mais malgré tout, méfiez-vous des informations provenant de sources peu fiables. Cette vidéo sur un avion de chasse chinois risque de provoquer des débats en commentaire. Mais souvenez-vous, nous ne sommes pas des ingénieurs militaires. Nous faisons juste semblant sur Internet, alors soyez sympas quand même. Allez, on y va. Le manque d'informations facilement disponibles sur le nombre exact de cellules de J-10C produites, c'est notre premier problème.
Les sources officielles estiment qu'environ 220 ont été construits pour un total d'environ 600, J-10 toutes variantes. Si c'est exact, le J-10C deviendra l'un des chasseurs les plus utilisés par Pékin dans sa flotte aérienne. C'est crucial car si vous produisez plus de 200 unités pour une armée, elles doivent être efficaces lors d'un conflit majeur. Vous ne voulez pas découvrir que la colonne vertébrale de votre force aérienne n'est pas aussi bonne que vous le pensiez. D'accord, parlons maintenant du design, car cela explique certains des chiffres assez impressionnants du Firebird. N'est-elle pas magnifique ? On dirait un dessin d'enfant de chasseur à réaction, mais surconçu, et c'est vraiment génial. Dimension standard, environ 169 mètres de long, soit 55 pieds, m'étant légèrement plus haut que le panneau Hollywood. Elle a une envergure de 98 mètres, ce qui correspond à la taille du panneau Hollywood. Elle mesure 169 mètres de haut. Je croyais qu'elle était bien plus petite, son envergure étant de 98 mètres, environ la moitié d'une piste de bowling. Elle mesure environ 57 mètres de haut, soit près de 19 pieds, équivalent à une girafe adulte. Pour ceux qui utilisent des unités étranges, imaginez maintenant un objet de cette taille voyageant à Mach 18, sa vitesse maximale avec post-combustion à 18 000 mètres d'altitude, soit 60 000 pieds ou environ 12 000. Danny DeVito empilés les uns sur les autres. Certaines sources fixant ce plafond encore plus haut, ce qui signifierait encore plus de Danny DeVito. Il peut aller aussi vite grâce à sa conception à L-delta, c'est-à-dire sa forme triangulaire. Non seulement cela lui donne des points de style supplémentaires, mais cela améliore aussi ses performances à son déchaînement à grande vitesse. Avant, il se contentait simplement d'installer un moteur fabriqué en Russie dans les modèles précédents. Depuis 2019, le J-10C est équipé du Shenyang WS, 10 premiers turboréacteurs de chasse chinois, produits localement. C'est le même moteur que celui du J-15 et du J-16. Il sert aussi de solution temporaire dans des avions comme le J-20 en attendant la fin du développement du WS-15. Il a besoin de cette puissance car son poids maximal au décollage est de 19 227 kg, soit environ 42 388 livres, ce qui correspond au poids de ta mère. Mais il ne se contente pas de transporter tout ce poids à grande vitesse, son important réservoir de carburant interne lui confère une autonomie assez conséquente. Son rayon d'action en combat est de 1240 km, environ 770 miles. Elle dépasse celle du F-16 C-Block 50 et 52, dont le rayon d'action en combat est d'environ 546 km, 339 miles. Les deux peuvent augmenter leur portée avec des réservoirs externes, mais le J-10C a l'avantage en capacité de carburant interne. Certaines sources affirment qu'il peut ravitailler en vol, mais cela reste non confirmé officiellement. Je pourrais dire que je sais faire un salto arrière, mais ce n'est pas forcément vrai. Peut-être un jour, et sinon, quoi d'autre ? Eh bien, il possède ce qu'on appelle un canard 4 plans, qui est en gros une petite aile placée devant l'aile principale. C'est pour aider à la maniabilité, surtout à de grands angles d'attaque. Il utilise aussi ces angles en encaissant des forces d'environ 9 G lors de ses virages les plus serrés. Sacré nom d'un chien. Certaines variantes du J-10 auraient la poussée vectorielle, mais cela reste à confirmer pour le J-10C. Il possède une nouvelle entrée d'air supersonique Diverterless Supersonic Inlet plus polyvalente que les précédentes, similaire à celle du F-35 Lightning II. Cela donne au J-10C un sourire étrange sous le menton, mais on lui pardonne car cela améliore son efficacité et son aérodynamisme, et c'est assez mignon. Il possède également ce qu'on appelle une boule infrared, Search and Track ou boule de recherche et poursuite infrarouge, qui fait aussi office de télémètre. Sur un avion, le télémètre, c'est généralement cette petite bosse juste devant le cockpit qui sert de l'un des nombreux capteurs de l'appareil. Le J-10C dispose aussi de certaines caractéristiques de réduction de la signature radar, ce qui est important, car rien de la taille d'une girafe volant à Mach 18 ne pourrait vraiment être considéré comme très furtif, du moins pour un avion de chasse. Ça aide, mais ce n'est pas le chasseur le plus furtif du monde. Disons simplement que ce jet n'est pas fait pour rester sur la touche, il est fait pour être au cœur de l'action. Donc globalement, en termes de caractéristiques visibles, vous avez un appareil rapide. Un avion rapide et agile, doté d'une bonne autonomie et de technologies chinoises utiles, comparable à un F-16C ou des Block 50 modernisés en taille, emport et maniabilité. Donc tout va bien jusqu'ici, mais qu'en est-il des choses que vous ne pouvez pas voir ? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce biscuit chinois ? D'un avion de chasse qui fait vraiment la différence et le distingue des autres. Donc même dans sa forme de base, rien qu'en regardant l'extérieur, on peut voir que le J-10C est un avion de guerre assez avancé. Mais qu'est-ce qu'il y a sous le capot que nous pouvons vraiment examiner ?
Eh bien, pour commencer, il semble relativement facile à piloter. Malgré la conception à L-delta qui enlève un peu de stabilité, cela est compensé par le système de commande de vol électrique. Au lieu de déplacer mécaniquement les pièces qui assistent au vol, les commandes du pilote sont envoyées et transitionnées à un ordinateur qui pilote ensuite l'avion électroniquement, offrant une expérience beaucoup plus réactive. Lorsqu'on est en situation de combat rapproché, chaque réflexe compte et quand les millisecondes peuvent faire la différence entre être à des centaines de mètres du danger ou être détruit, on préfère clairement avoir ce système si on a le choix. C'est donc un autre bon point pour le JDXC. En plus de cela, le cockpit était équipé d'un affichage tête haute grand angle, comprenant 3 écrans multifonctions couleurs qui interagissent avec le casque du pilote et sa visée montée, ainsi qu'avec les commandes Hands on Throttle and Stick. Hands on Throttle and Stick. Et oui, apparemment c'est vraiment comme ça que ça s'appelle. Je ne vais pas faire de blagues salaces, vous l'avez déjà fait dans votre tête. Ce qui est le plus intéressant, mais aussi mystérieux, à propos du JDXC, c'est son radar. Sans un bon radar pour repérer et engager les cibles, votre avion de chasse va surtout faire du vol plutôt que du combat. Et il risque aussi de se faire abattre, ce qui est probablement un problème encore plus grave. Alors, qu'est-ce que le JDXC a à offrir pour éviter cela ? Eh bien, il s'agit d'un radar à antenne active à balayage électronique, radar à antenne active à balayage électronique. Et le fait que le JDXC en soit équipé est un gros avantage. Le radar à antenne active à balayage électronique peut étendre la portée de détection, ce qui permet à un avion de chasse de tirer ses missiles en premier et de se retirer hors de portée efficace. Il permet aussi une meilleure discrimination et identification des cibles, pour s'assurer que dans la guerre moderne, ce n'est pas un drone bon marché qui est visé à la place d'un avion ou d'un missile coûteux. C'est particulièrement vrai car le radar à antenne active à balayage électronique a aussi la capacité de détecter des cibles volant bas avec des signatures réduites qui pourraient n'être manquées par des radars plus traditionnels. Un radar actif comme le radar à antenne active à balayage électronique balaye constamment tout le ciel dans toutes les directions, avec des dizaines de kilomètres de portée. Celui du JDX serait capable de repérer 15 cibles simultanément tout en engageant 4 d'entre elles, ce qui est clairement un avantage sur un champ de bataille chaotique et en constante évolution. En plus de cela, la technologie radar à antenne active à balayage électronique est plus résistante au brouillage, plus rapide et plus fiable que les anciens radars mécaniques. Alors, est-ce que le JDXC est une machine de mort invincible grâce à tout cela ? Eh bien, calmez-vous un instant, car dire cela serait basé sur beaucoup d'hypothèses, concernant des choses dont nous n'avons tout simplement pas l'information. Par exemple, nous savons que le Firebird n'est pas l'avion le plus furtif du monde. C'est bien beau qu'il puisse voir les autres avions, mais les autres avions pourront certainement le voir aussi lorsque son radar scanne activement. Cela risque d'être encore plus fréquent. Le JDXC, d'après ce que nous avons trouvé, dispose de différents modes. Ceci pourrait aller du balayage actif à la détection passive, voire à une détection faible pour un côté plus furtif. Enfin, aussi furtif qu'un avion franchissant le mur du son puisse l'être. Quoi qu'il en soit, ces modes permettent à l'appareil de s'adapter selon la situation, mais pourraient aussi le rendre vulnérable s'il ne s'adapte pas assez vite à une situation changeante. Il pourrait alors être plus facile à détecter, intercepter ou même abattre. Cela signifie que même si le JDXC sera théoriquement excellent pour détecter ce qui l'entoure, ce n'était qu'une pièce du puzzle, pas la boîte entière. Il aura besoin d'autres plateformes pour fonctionner de manière optimale, surtout dans le contexte de l'armée chinoise. Et nous ne savons pas grand-chose sur la capacité du Firebird à servir de plateforme de communication. Le standard actuel, c'est quelque chose comme le F-35, conçu pour communiquer avec pratiquement tout ce que possèdent les États-Unis à tout moment et relayer ces données à la plateforme d'armes la plus proche de l'ennemi, qui peut alors transformer la cible en poussière. Mais nous ne savons pas vraiment comment le JDXC se positionne à ce niveau, même face à des variantes modernes du F-16. Les communications sont-elles limitées à un simple chat vocal, comme le lobby Xbox Live le plus cool du monde, ou est-ce plus comme le F-35 capable de parler à tous les systèmes en même temps et de jouer automatiquement son rôle dans le grand balai d'acier et de poudre ? Nous savons qu'il dispose d'une liaison de données omnidirectionnelle sécurisée, mais nous ne savons pas si cela signifie qu'il communique constamment dans toutes les directions, comme le F-35, ou s'il peut simplement communiquer dans différentes directions. Par exemple, entre les hubs air-sol et air-air. Il y a aussi la question de l'intégration et de l'interopérabilité. Ce ne sera pas un problème pour l'approche chinoise centrée sur la communication, mais si le JDXC veut être un avion de guerre exporté avec succès, spoiler, c'est le cas, il doit aussi fonctionner avec des systèmes qui ne sont pas conçus pour communiquer avec lui, y compris des systèmes non chinois.
Les pays importateurs d'armes du monde entier ont du mal à combler ce fossé, car c'est parfois comme essayer de faire parler un iPhone à un grill George Foreman, où toutes les instructions sont aussi dans une langue différente. Le Pakistan semble s'en sortir plutôt bien avec ce défi, tout bien considéré, mais chaque armée est différente et aura ses propres problèmes d'intégration du JDXC, ce qui pourrait limiter son potentiel sur le champ de bataille. En termes de communication, on pourrait donc dire que le Firebird est bon pour sa catégorie, mais probablement moins mature que le F-35 et sa plateforme de communication de nouvelle génération, ce qui est compréhensible puisqu'il a une génération de retard sur le F-35. Mais cela ne se base que sur les informations dont nous disposons. Et comme il y a beaucoup de choses que nous ignorons sur ce radar, cette incertitude s'étend aussi à la suite de guerres électroniques et de contre-mesures du JDXC. Les sources varient énormément sur les détails, allant de capacités de brouillage à large spectre à des algorithmes de tromperie intelligence artificielle conçus pour tromper les radars ennemis avec des leurres, jusqu'au casque directement branché dans le cerveau du pilote. Bon, celui-là, on l'a inventé. Ce serait génial, Elon Musk là-dessus, mais l'éjection serait un peu chaotique. Mais aucune de ces choses a été confirmée par des sources officielles, alors prenez tout ce que vous entendez sur les nouveaux gadgets les plus cool avec un missile de croisière plein de scepticisme. Et pour l'essentiel, voilà tout ce qui fait du JDXC ce qu'il est, un avion de 4e génération respectable parmi les meilleurs de sa catégorie, mais rien de révolutionnaire qui va tout écraser sur son passage. Et en parlant d'écraser des choses, parlons des canons. Comment ça pour une transition ? Transition, la puissance du Firebird. Nous vous avons déjà assez fait attendre. Nous avons exploré les moindres détails du Firebird. Jusqu'à présent, mais qu'en est-il des choses qui font boum ? Eh bien, vous serez ravis d'apprendre que le JDXC est un véritable chasseur, tant par sa classification que par la description générale de l'appareil lui-même, car il est équipé de technologies vraiment explosives. Il y a 11 points d'emport sur la plupart des modèles de JDXC selon leur utilisation, et la plupart d'entre eux sont susceptibles d'accueillir l'un des tout nouveaux missiles RR chinois, le PL-15. Avant cela, l'armement principal RR du JDX comprenait le missile RR à guidage radar actif à moyenne portée, PL-12, ainsi que le missile RR à guidage infrarouge à courte portée, PL-8. Mais récemment, ce sont le PL-10 et le PL-15 qui ont pris le relais, tous deux étant généralement considérés comme bien plus performants pour ce que le JDXC cherche à accomplir en combat. Grâce au système radar du Firebird, ces missiles peuvent être tirés hors de la portée visuelle de leur cible, ce qui peut représenter un avantage considérable si vous avez une portée supérieure à celle de vos adversaires, comme c'est étonnamment le cas du JDXC face à des appareils comme le F-16. Selon des rapports spéculatifs et non confirmés des médias pakistanais lors de leur récent conflit frontalier avec l'Inde, le tir le plus long de PL-15 effectué pendant les affrontements provenait d'environ 180 km, soit environ 112 miles ou 83 333. Shaquille O'Neal aligné bout à bout. Si cela est vrai, cela montre une portée extrêmement efficace pour le JDXC et ses armements favoris. Il n'est probablement pas anodin que la distance entre la Chine continentale et Taïwan soit d'environ 180 km. Ce n'était pas facile, mais le PL-15 est significatif, car c'est la première fois que la Chine produit un missile RR indigène réussi, au lieu de simples copies bon marché des modèles russes. Non seulement cela, mais il semble être au moins équivalent à l'Advanced Medium Range Air-to-Air missile américain, et dans certains cas, il pourrait même le surpasser en portée. Le fait que le PL-15 soit un missile largement disponible sur les centaines de JDXC dont Pékin dispose devrait donc être un signal d'alarme majeur pour les planificateurs militaires américains. L'armement air-sol est assez simple. Une grosse paire de bombes, en particulier les bombes guidées de précision LS-500 de 500 kg, soit 1100 livres. A l'inverse, la toute dernière amélioration de l'arsenal du Firebird est la Guided Bomb, un TG-500. Avec un nom aussi accrocheur, c'est un miracle qu'on n'en utilise pas plus, car ces engins les bombes qui font vraiment un gros boom sur le JDXC sont généralement utilisées en combinaison avec la pustule, laser infrarouge dont nous avons parlé il y a un moment, ainsi qu'avec une nacelle de contre-mesures électroniques pour limiter les risques de brouillage. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose pire qu'une bombe du poids d'un ours polaire qui vous tombe dessus, c'est que cette même bombe vous tombe dessus alors qu'elle était censée viser quelqu'un d'autre. Parmi les autres missions air-sol, on trouve le missile anti-radar EJ-91. Maintenant, une telle technologie peut sembler un peu étrange pour les non-initiés. Je veux dire, pourquoi voudriez-vous un missile qui arrête activement les radiations ?
Et aussi, ne pourrait-on pas simplement en larguer une poignée sur Tchernobyl pour régler la situation ? Eh bien, malheureusement, non. Un missile anti-radar n'a en réalité rien à voir avec les matériaux radioactifs ou la technologie nucléaire. Il se concentre spécifiquement sur les ondes radio des installations radar. Priver votre ennemi de radar sur le champ de bataille peut le rendre aveugle, ce qui joue fortement en votre faveur si vous avez le don de la vue. L'exemple le plus connu est le missile américain High Speed Anti-Radiation. Missiles d'autres munitions guidées sont disponibles pour le JDIC-C, mais celles listées ici sont probablement celles que vous verrez le plus si la Chine décide un jour d'entrer en guerre avec qui que ce soit. Mais je suis sûr que nous ne verrons pas ça de sitôt, n'est-ce pas les gars ? Bref, le JDIC possède des capacités traditionnelles de combat rapproché. Il est déjà rapide et agile, donc il devrait pouvoir se défendre contre d'autres chasseurs de 4e génération qui veulent s'aventurer sur l'autoroute vers la zone de danger, façon Top Gun. Il est équipé d'un canon interne double de 23 mm pouvant tirer à plus de 3000 coups par minute, certains estimant même ce chiffre encore plus élevé, avec environ 200 obus dans le chargeur. Cela signifie que le Firebird est très capable de faire feu. Je suppose que cela veut dire qu'il peut vider son chargeur en 3 à 4 secondes, bien que de courtes rafales soient préférées pour les combats aériens et les attaques au sol afin de préserver la précision. Et voilà, c'est à peu près tout pour l'armement du JDIC-C. Quand on met tout ça ensemble, c'est un avion de chasse multirôle extrêmement performant, qui a beaucoup de points forts et relativement peu de faiblesses. Il est polyvalent, assez avancé technologiquement, il y en a beaucoup et ils sont armés jusqu'aux dents. Il est capable de combattre au-delà de la portée visuelle, de se battre en combat rapproché, d'engager plusieurs cibles, de frapper avec des armes guidées de précision, d'assurer un soutien tactique, des opérations anti-navires, des patrouilles maritimes. Il faut que je reprenne mon souffle. Souffle, même s'il n'en reste qu'un. Communications intégrées, que demander de plus ? Qu'est-ce qu'on ne pourrait pas d'aimer ? Peut-être est-ce ce qui a fait la Chine. Ce n'est finalement pas une si mauvaise étiquette à avoir. Mais on peut spéculer toute la journée sur l'efficacité des avions de chasse. Si cela ne se traduit pas par une utilité sur le champ de bataille, alors autant discuter de l'efficacité d'un bâton sauteur pour assiéger un château médiéval. Heureusement pour nous, le JDIC-C a été engagé au combat, et assez récemment. Ce qui ne laisse qu'une seule question. Comment s'en est-il sorti ? Guerre en éprouvette. La première véritable occasion pour le monde d'observer le JDIC-C et ses capacités en combat réel fut en mai 2025 lors du conflit entre l'Inde et le Pakistan qui a duré quelques jours et a brièvement convaincu le monde que nous allions de nouveau vers l'Armageddon nucléaire. Heureusement, la raison a fini par l'emporter et le conflit n'a vraiment dégénéré que quelques jours avant de retomber à l'état d'affrontement de faible intensité, comme c'était le cas depuis leur dernière guerre, mais pendant cette courte période violente, il y avait beaucoup à apprendre sur le JDIC-C, puisque le Pakistan en avait acheté plus de 30 à la Chine au début des années 2020. C'était autant un choix politique que pratique. Le Pakistan possédait déjà des F-16, et il fallait que les plateformes d'armement chinoises rivalisent avec les alternatives occidentales. De même, l'Inde disposait principalement de Rafale français, des chasseurs de 4e génération utilisés par l'OTAN, ainsi que d'anciens appareils russes. Donc oui, rien qu'en termes d'armement, c'était la France et la Russie contre les États-Unis et la Chine. La géopolitique, c'est étrange, bienvenue au cirque. Le Pakistan a principalement utilisé ses chasseurs chinois contre les Rafales indiens. Islamabad était probablement réticent à utiliser ses F-16 de peur que tirer sur des avions occidentaux appartenant à un allié des États-Unis ne les mette sur la liste noire de Washington. Probablement une décision intelligente, tout bien considéré, et malgré une quantité astronomique de désinformation des deux côtés sur qui a abattu quoi, certaines informations concluantes sont connues. Les sources gouvernementales pakistanaises sont à peu près aussi fiables que le type qui vend des haricots magiques devant votre supermarché, donc gardez à l'esprit que cela n'est officiellement pas confirmé, mais il semble que les JDIC-C pakistanais, la variante d'exportation, ayant réussi à abattre au moins un Rafale avec un missile PL-15. Les sources américaines elles-mêmes semblent indiquer que Washington pense que c'est le cas, donc on peut dire avec une certaine confiance que cela s'est probablement produit. D'autres images apparues à l'époque faisaient également état de perte de MiG-29 Fulcrum de l'armée de l'air indienne, et peut-être aussi d'un Sukhoi 30 Modernizy Rovani Komercheski Indiski Flanker. Mais il n'y a tout simplement pas assez de preuves pour affirmer de façon définitive qu'un JDIC-C était impliqué dans ces victoires air-air potentielles. Le conflit frontalier entre le Pakistan et l'Inde n'a en grande partie pas vu l'une ou l'autre force aérienne pénétrer l'espace aérien adverse, ce qui était très sensé à l'ère des systèmes anti-aériens. Mais cela nous apprend aussi quelque chose, étant donné que nous avons de bonnes raisons de croire que le JDIC-C a été impliqué dans au moins quelques victoires air-air, avec le missile PL-15 qui pourrait surpasser en portée ses homologues soviétiques et occidentaux.
Cela témoigne de la portée de combat efficace du Firebird et de l'utilité du PL-15 contre la technologie militaire occidentale moderne. Il semblerait que ce soit les capacités de brouillage du PL-15 qui aient permis d'abattre au moins un Rafale, ce qui renforce l'idée que cette nouvelle technologie militaire chinoise peut rivaliser, voire surpasser, ses équivalents occidentaux. Et c'est une énorme victoire pour Pékin. La Chine aurait suivi de près ces développements, ne serait-ce que parce que le Pakistan est un allié face à son rival régional, l'Inde. L'Inde et la Chine partagent une frontière et le Cachemire administré par 3 pays. Mais cela a offert à Pékin bien plus qu'un prestige international ou quelques ventes de JDXC. Cela leur a donné des informations précieuses. Le savoir, c'est le pouvoir, et la Chine a désormais une compréhension définitive, au moins, de la façon dont ses propres variantes d'exportation de son tout nouveau chasseur multirôle de 4e génération se sont comportées en combat singulier face à leurs équivalents occidentaux. Elle pouvait analyser ces données, échanger avec les Pakistanais et mesurer l'efficacité réelle de ces avions. C'est une répétition pour la guerre à venir. Vous savez laquelle, et il ne s'agit pas seulement d'apprendre si le JDXC peut abattre des avions occidentaux. Andrew Small, un chercheur principal à la German Marshall Fund, a déclaré au Guardian, je cite, « Cela leur donne la possibilité d'évaluer leurs performances dans des conditions bien plus complexes et difficiles que d'habitude. Et avec le Pakistan, il ne s'agit pas seulement des avions de chasse eux-mêmes, mais aussi des missiles, des systèmes radars et de toute la colonne vertébrale technologique de l'armée pakistanaise, des capacités de guerre électronique aux systèmes satellitaires. » Pékin est resté, comme à son habitude, très discret sur toute l'affaire, toujours désireux de continuer à travailler dans l'ombre. Lorsqu'on leur a demandé, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré ne pas être au courant de la situation du JDXC en cours sur le sous-continent. Oui, vous n'êtes pas au courant, et je suis le pape. Selon des rapports, lorsque le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Ishaq Dar, a déclaré au Parlement que les chasseurs de l'armée de l'air pakistanaise avaient abattu des Rafales, il a dit avoir informé les Chinois. C'est aussi un clin d'œil et un signe qui laisse penser que le JDXC était effectivement impliqué. Il a également déclaré que Pékin était satisfait de ce qu'ils avaient en vue. Mais il y a quelques réserves à toute cette situation qui doivent être prises en compte avant que Pékin puisse proclamer une victoire internationale. Premièrement, les armées occidentales sont généralement mieux équipées, plus intégrées et mieux organisées que ne l'est habituellement l'armée indienne. Toute guerre potentielle de la Chine contre l'Occident sera un test bien plus difficile que contre la force aérienne indienne, qui est un assemblage disparate. Cela dit, l'armée pakistanaise est aussi beaucoup plus faible que celle de la Chine, et la Chine aura très probablement la capacité de hausser son niveau au-delà de ce que le Pakistan peut offrir militairement lorsqu'il s'agira de contrer l'équipement occidental. Autre point important à mentionner, les 2 camps de ce conflit utilisaient les versions d'exportation de leurs avions. Certains pays exportateurs n'ont pas toujours tendance à donner à leurs alliés le nec plus ultra de leur technologie, afin de protéger leurs propres intérêts. Dans le cas du JDXC, cela concerne des systèmes avioniques et des logiciels légèrement dégradés. Mais les variantes d'exportation du Rafale sont presque identiques, avec quelques petites réserves qui n'affecteraient pas les performances. Cela pourrait être vu comme un bon présage pour Pékin. Une version inférieure du JDXC a tenu tête à un avion occidental de pleine puissance. Mais il est tout aussi important de reconnaître qu'aucun des avions qui se sont affrontés au-dessus du sous-continent ne sera le même que ceux qui s'affronteront au-dessus de la mer de Chine méridionale lorsque tout commencera. Il y a aussi toute une série d'autres facteurs à prendre en compte qui pourraient influencer un résultat différent dans un conflit potentiel entre la Chine et l'Occident. Les différentes technologies auxquelles les pays ont accès, le champ de bataille lui-même, la différence de géographie, de doctrine et de tactique, voire l'argent et le timing, tout cela peut jouer un rôle. Donc oui, le conflit Inde-Pakistan de 2025 a offert une belle vitrine pour le Firebird en tant que test d'armes en laboratoire, mais toute guerre où la Chine utiliserait réellement ses escadrons de cet appareil serait probablement très différente. Il y a cependant quelques implications que l'on peut tirer de cette performance réussie. La plus grande implication concerne bien sûr Taïwan car voir les avions de la People's Liberation Army Air Force abattre leurs homologues occidentaux a probablement fait transpirer ceux de Taipei et remettre en question l'efficacité des armes occidentales pour combattre correctement les Chinois et organiser une défense sérieuse le moment venu. Cela pourrait aussi représenter un véritable coût commercial pour la Chine. Jusqu'à présent, ceux qui n'étaient pas enclins à acheter du matériel militaire occidental n'avaient vraiment qu'une seule option, la Fédération de Russie. Mais la fameuse opération militaire spéciale de Vlad l'Ours a laissé la Russie à la fois dans le besoin désespéré de pièces détachées pour ses propres avions et avec une capacité réduite à les réparer ou les remplacer à cause des sanctions internationales massives.
Tout pays doit savoir qu'acheter un avion de chasse à la Russie, c'est un peu comme acheter une voiture d'occasion dans une concession douteuse dont le constructeur ne vend plus les pièces. Autrement dit, il vaut mieux espérer que quelqu'un d'autre ait des pièces de rechange. C'est là que Pékin intervient, offrant désormais une alternative où les pièces y sont, du moins pour l'instant, facilement disponibles pour un avion qui jusqu'à présent a aussi bien, voire mieux, performé que ses équivalents occidentaux. Ensuite, il faut considérer que de nombreux stocks militaires plus anciens vont devoir être remplacés. Les MiG-29, Su-27, Su-30 et même les anciennes variantes du F-16 commencent tous à accuser leur âge. Et voici un appareil qui semble pouvoir rivaliser avec tous. Les rapports suggèrent que la Chine pourrait exporter le JDXC à un coût unitaire de 50 à 60 millions, ce qui le rendrait très compétitif sur le marché des cellules d'avion. Il est relativement peu cher à l'achat, plus facile à entretenir, simple à utiliser, avec beaucoup de munitions efficaces simples compatibles, et il n'y a pas besoin de contourner les sanctions pour les obtenir. Tout le monde y gagne, sauf la Russie, à qui tout le monde dira « oh non ». Mais c'est une vision plutôt favorable. Le G-10C n'a connu qu'une expérience limitée sur le champ de bataille face aux alternatives qu'il est censé surpasser, et il pourrait bien y avoir des faiblesses dans la conception que nous n'avons pas encore découvertes, car personne dans le conflit Pakistan-Inde n'a combattu assez longtemps pour les exposer. Il pourrait aussi finir par coûter plus cher à l'export, ce qui limiterait l'accès au marché pour les nations plus pauvres, et donc aussi l'utilité sur le champ de bataille. C'est une corde raide que Pékin devra marcher, pour maximiser ses profits. Nous vous avons donc dit à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur cet avion, et pour être franc, d'après tout ce que nous avons vu, nous sommes assez surpris de voir à quel point il est vraiment bon. C'est une variante mature et définitive d'un chasseur chinois indigène, qui montre que la Chine est passée du statut de suiveur à celui de leader dans la course mondiale à l'armement. Sera-t-il jamais capable de rivaliser seul avec l'États-Unis Air Force ? Aucune chance. Aucune chance. Les F-35 et F-22 sont tout simplement une génération en avance. Ils sont largement supérieurs à ce que le J-10C pourrait jamais espérer être. Mais il n'a pas non plus besoin d'être le meilleur de ce que les États-Unis peuvent offrir. C'est un avion de volume, la People's Liberation Army Air Force en possède déjà des centaines. Pékin dispose déjà d'avions de 5e génération avec le J-20 et le J-35, et il semblerait que des plateformes de 6e génération soient déjà en développement à l'heure où l'on parle. En tant que cellule fonctionnelle, sensée et intelligente pour constituer une flotte aérienne, c'est vraiment impressionnant, et il est probable qu'il devienne un chasseur multirôle très important pour de nombreuses années, surtout avec la puissance d'exportation de la Russie qui s'effondre rapidement. Mais comme nous l'avons déjà dit, la Chine n'est pas un pays qui se repose sur ses lauriers. Le développement du Firebird a prouvé, sans l'ombre d'un doute, que la Chine peut activement développer ses propres plateformes d'armes efficaces, les Tedimans, à l'équivalent de la 4e génération. Cela montre une avancée énorme de sa base industrielle et un bond massif en capacité par rapport à ce qui existait auparavant. Et tout cela soulève la question, qu'est-ce qui va venir ensuite ? Eh bien, nous en parlerons plus tard, n'est-ce pas ? Merci d'avoir regardé.